Thomas Gargalo, directeur d'ouvrage de la collection Le vocabulaire par les exercices chez Bordas, revient sur quelques idées reçues autour du vocabulaire et nous explique comment favoriser l'apprentissage et la mémorisation du vocabulaire à travers l'exemple des cahiers Bordas. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'a dit Marion, je vais commencer mon exposé par quelques lexicomythes, des mythes autour de l'apprentissage du vocabulaire, des idées reçues, notamment sur le vocabulaire. Idée reçue numéro 1. Le niveau baisse. Ici, réponse normand, oui et non. Les études actuelles montrent que 5000 mots environ sont maîtrisés par 75% des élèves de CM2. Ça veut dire que 25% des élèves ne les maîtrisent pas. Ici, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres et la réponse ne sera hélas pas claire. Lexicomythe numéro 2. Ils n'apprennent plus rien à l'école. Non, non et non. 5000 mots nouveaux sont présentés, selon un Anuri, en 6e, toutes matières confondues, qui est absolument énorme. Lorsqu'on fait la division, cela fait 80 mots nouveaux par semaine. Je mets au défi tout adulte d'apprendre 80 mots chaque semaine, mission impossible. Idée reçue numéro 3. Le français s'appauvrit. C'est une idée qu'on entend beaucoup chez les experts médiatiques, mais c'est dépourvu de fond. En effet, pour apprendre, pour bien parler le français, 3000 mots suffisent. 3000 mots permettent de couvrir 97% de vocabulaire visuel. En revanche, les locutrices et locuteurs qui ont une bonne maîtrise, qui sont experts en langue, maîtrisent entre 20 000 et 30 000 mots. Le français n'est pas forcément la langue la plus féconde et vivante actuellement dans le monde, mais on ne repère pas d'appauvrissement. Idée reçue numéro 4. Ils n'ont plus de vocabulaire. Non. L'échelle d'Ibois-Buise, qui est une échelle déjà ancienne, montre que le chiffre est relativement stable. Mais ici, il va falloir différencier deux choses et savoir ce que c'est que le vocabulaire. Le vocabulaire, en fait, c'est à la fois le vocabulaire actif, c'est-à-dire les mots produits, utilisés chaque jour par une personne, et le vocabulaire passif, c'est-à-dire les mots compris, mais qui sont très rarement utilisés, notamment les mots techniques. Donc ici, lorsqu'on dit 800 mots sont utilisés par un élève de seconde, oui, peut-être, mais ça ne veut pas dire qu'il ne comprend que 800 mots. Le lexique, vous le voyez, passe du simple au double, 800, 1600. Ça veut dire que c'est très dépendant du milieu socio-économique. Et c'est d'ailleurs une des activités les plus inégalitaires qui soit en termes de scolarité. On va y revenir. Idée reçue numéro 5. Le vocabulaire est important pour la compréhension. Absolument. Les dernières études de l'Office national de la lecture, de feu l'Office national de la lecture, montrent qu'au-delà de 10% de mots inconnus, un texte n'est pas compris. C'est un seuil, au final, très bas. Une étude plus ancienne montre que le seuil est encore plus bas. Il est passé à 2% de mots inconnus. Dès qu'on atteint les 2% de mots inconnus, le texte est jugé difficile par les élèves. Donc, ça veut dire que les activités lexicales seront placées à bon escient dans un projet de compréhension, dans un projet de lecture. On va y revenir également. Lexicomythe numéro 6. Ils sont de plus en plus en difficulté. Là, hélas, oui. Les dernières études, notamment autour du classement PISA, on le voit à l'écran, on montre que 20% des élèves présentent des difficultés de compréhension
Alors, ceci cache à la fois des compréhensions syntaxiques, mais aussi la compréhension lexicale. Idée reçue numéro 7. Le français est une langue romane. Oui, évidemment. 80% des mots proviennent de racines latines. Ce qui veut dire, tout simplement, en tant qu'enseignant, que cette compétence-là et cette connaissance-là du latin sera évidemment entraînée. Idée reçue numéro 8. Le français comporte de nombreuses exceptions, y compris lexicales. Eh bien, non. Je parle d'exception lexicale ici. En fait, 80% des mots français sont conçus par dérivation. Préfixe, suffixe, on appelle l'affixation. Il y a relativement peu de modifications sur le français. Petit chiffre intéressant, en CP et début de CE1, 68% des enfants sont capables de retrouver des morphèmes cachés dans des néologismes, voire des mots inventés. La compétence dite morphologique est donc essentielle dès le début de l'apprentissage du vocabulaire et de la lecture, et on va y revenir, elle est entraînée absolument. Idée reçue numéro 9. Le français est une langue riche. Je ne vais pas me faire que des amis, mais hélas, non. Enfin, oui et non. Si on compare le français à l'anglais notamment, le français est relativement pauvre en termes de chiffres, de nombres. Mais c'est une pauvreté lexicale, attention, je me rattrape, très relative, car elle cache surtout une grande polysémie des mots. C'est la spécificité du français, notamment des verbes polysémiques. Et donc, la polysémie, c'est vraiment le parent pauvre de l'enseignement du lexique. Elle sera vraiment un traité. On a recensé environ 900 mots très polysémiques qui peuvent poser problème. Bon, les autres mots sont monosémiques. Dans un texte, vont se signaler comme inconnus, et donc seront traités comme inconnus, et ne poseront pas problème. La difficulté tient à ce verbe très polysémique qui sera pris dans un sens très différent du sens contextuel et qui, à terme, va créer des contresens ou des problèmes de lecture et de compréhension. Au passage, le français est très peu riche en phonèmes, contrairement à l'anglais par exemple. C'est donc une langue très homophonique. Et donc, il y aura beaucoup de paronymes en français qui seront en source de confusion. Là encore, ces paronymes seront et sont à prendre en charge. Il y a aussi numéro 10. Ils ne retiennent plus rien. Non, si le niveau baisse, la mémorisation reste bonne. Les études montrent que 2500 mots, en moyenne, sont appris par an par un élève de collège. Bon, vous avez vu, c'est une capacité assez limitée face à l'affût des 6000 mots en entrée de sixième. Si l'on fait la soustraction, cela fait 42% des mots proposés qui sont retenus par le cerveau. Au final, c'est pas si mal. Bon. On parle ici de capacités cognitives moyennes, hein. On ne parle pas de travail, on ne parle pas de bonne volonté. Mais la mémorisation reste bonne. Dernière idée reçue. Plus on nous présente de matière et de mots, plus on retient. Ici, on est proche de ce qu'on appelle les neuromythes. Nous allons y revenir. Non, plus on présente, moins on retient. Du moins, tout dépend de la manière de présenter le matériau lexical. L'empamnésique, c'est-à-dire la capacité à garder des éléments en mémoire de travail, n'est en moyenne que de 7 éléments. Il va s'agir du coup de présenter l'activité lexicale d'une manière assez particulière, et on va y revenir. Dernière idée reçue. Plus on lit,
Plus on apprend des mots. Oui, je rajouterai, plus on lit, plus on se fait lire. 25 minutes par jour suffisent à acquérir 1500 mots par an, d'après la dernière étude, ce qui nous encourage en tant qu'enseignants à développer cette lecture familiale ou personnelle à la maison ou ailleurs. J'en ai fini avec les idées reçues. Je vais passer maintenant à la deuxième partie, vous présenter quelques pistes pédagogiques utilisées dans les manuels de vocabulaire par exercice et qui plus largement permettent de mieux apprendre et de mieux comprendre le vocabulaire pour un élève de collège et au-delà. Avant de commencer, petite citation sur le rôle discriminant du capital linguistique au sein de l'école, je dirais même du capital socio-linguistique, évidemment. Première piste, j'en parlais tout à l'heure, entraîner la compétence morphologique. Ici, cela passera par une systématisation de l'apprentissage, et notamment des réflexes. Dans le cahier, nous avons essayé de faire des bancs d'exercices assez systématiques afin d'entraîner notamment la fixation, préfixation, suffixation et les petites modifications entraînées par les changements morphologiques. Deuxième piste, s'appuyer sur le contexte. Le vocabulaire, en fait, est souvent appuyé sur des connaissances préalables. Les activités de vocabulaire qu'on présente souvent dans les manuels sont très inégalitaires dans le sens où les élèves qui connaissent les mots vont participer, vont améliorer leurs résultats et ainsi de suite. Si on s'appuie sur le contexte pour mieux apprendre et mieux découvrir le sens du mot, on inverse cette tendance et le contexte permet de mieux comprendre le sens du mot. Ici, la perspective adoptée est inversée. Donc ici, vous avez deux exemples sur des mots de vocabulaire historique, sur la propagande, notamment en troisième. Le texte, volontairement simple, permet de retrouver le sens du mot. C'est vraiment une chose extrêmement importante dans l'apprentissage de vocabulaire en France. On s'appuie beaucoup trop sur les connaissances préalables des élèves. Toujours pour lutter contre cette inégalité socio-linguistique, développer la connaissance d'une banque de racines. J'en parlais tout à l'heure à propos de langue romane. Une vingtaine de racines grecques, une trentaine de racines latines permettent de découvrir un large panel de mots. Si on entraîne cette connaissance-là, une grande partie du vocabulaire scientifique notamment sera maîtrisée. La quatrième piste concerne les verbes et la syntaxe. Lorsque nous avons créé le vocabulaire, les cahiers, nous sommes aperçus que dans les exercices, les noms, les adjectifs étaient très traités, très employés. Mais les verbes étaient extrêmement négligés. Or, nous l'avons vu tout à l'heure, ces verbes-là, notamment en français, sont très polysémiques. Donc, lors de la création des cahiers ou lors de la conception de vos exercices en vocabulaire, il s'agira de ne pas négliger les verbes et en particulier de les employer en contexte avec leur complément d'objet notamment. Je prends le premier, je prends le deuxième exercice que vous avez sur l'écran, trembler deux et toute une suite de compléments, hurler deux et toute la suite de compléments. Toujours remettre le verbe dans sa syntaxe habituelle. Ici,
Toujours pour ne pas négliger les verbes sont évidemment formés sur des adjectifs et des noms. Et mieux les comprendre, c'est aussi avant tout repérer le morphème qui est à la base, d'où toujours ces idées d'exercice, d'entraînement des compétences morphologiques. Bleu, bleuir, intense, intensifier, etc., etc. Si l'élève est habitué à développer ce réflexe-là, j'emploie le mot réflexe volontairement, hein. Il s'agit pour nous de développer ce réflexe chez l'élève, de chercher la racine du mot. La polysémie, j'en ai parlé tout à l'heure, toujours difficile à prendre en charge. C'est une attention à avoir, notamment lorsqu'on choisit les mots compliqués, dits compliqués d'un texte. Sur le deuxième exemple, vous avez le mot voiture ou le mot toilette. Ce mot toilette fait toujours beaucoup rire les élèves de collège, hein. Et si vous ne prenez pas en charge cette polysémie-là, beaucoup de textes, notamment du XIXe siècle, vont subir des contresens absolus sur la voiture et la toilette. Voilà, je vous laisse imaginer. Sixième piste, dans le vocabulaire, on a vraiment voulu développer des nouveaux réflexes. J'ai remis les mêmes exercices pour montrer cette systématisation nécessaire face aux mots nouveaux. Le mot tranquilliser, sensibiliser, intensifier n'est pas forcément connu par tous les élèves. Avec le réflexe morphologique, avec cette clé qui va ouvrir le mot, cette clé morphologique, le mot sera beaucoup plus facilement compris. Et dans cette collection-là, on a vraiment voulu créer du réflexe, de l'entraînement presque physique sur les compétences lexicales. La septième piste, on revient sur la compréhension et sur la lecture. Évidemment, l'activité lexicale peut être faite en préalable à la lecture. On a tendance à d'abord présenter le texte, puis faire le vocabulaire, mais c'est mettre aussi l'élève face à une difficulté, face à un échec, face à une compréhension totalement nébuleuse. C'est en fait le contraire. Présenter d'abord le lexique, puis montrer le groupement de texte ou le texte. Cela facilite deux choses. Première chose, évidemment, la compréhension des textes. Deuxième chose, la contextualisation globale, notamment sur les classes de quatrième, troisième. L'exemple de l'Aïsine concerne les nouvelles et les romans réalistes et naturalistes. Tous ces thèmes-là contextualisent réellement les textes et favorisent la lecture. Je vous présente ici le petit document récapitulatif. Donc, la compétence morphologique, le contexte, les racines latines, les verbes, la polysémie, les nouveaux réflexes, un peu systématisés, et renverser les activités et passer d'abord par le vocabulaire, et donc une fiche de vocabulaire de cahier, puis présenter le texte. Quelques pistes bibliographiques pour celles et ceux qui veulent aller plus loin figurent à droite de votre écran. La troisième partie de mon exposé, de mon webinaire, concerne la mémorisation de vocabulaire à la lumière des sciences cognitives. Alors vous allez voir, je vais parfois enfoncer des portes ouvertes. Et je sais que d'aucuns vont me dire, mais ça on le savait. Oui, on le savait, de façon un peu intuitive, mais désormais la science, et les sciences cognitives, et notamment la neuroimagerie, nous le prouvent et permettent vraiment d'avoir une compréhension assez fine des mécanismes de mémorisation. Pour mémoriser le vocabulaire,
la première chose est la catégorisation. L'élève doit gérer des informations, mais l'espace psychique, cognitif est très limité. Dans le cas de surcharge, l'élève n'active plus les neurones et apprend moins. Les premières études montraient qu'on apprend 7 mots, plus ou moins 2, à la fois, ou 7 éléments, plutôt, 7 éléments. Les études plus récentes montrent que si les mots ne sont pas regroupés en thèmes, en catégories, on apprend encore moins. Et tout récemment, une étude montre que la courbe de performance chute dès 4e mois. Ce qui veut dire que du premier au 4e mot, on a quasi 100% de réussite, mais ça chute à 50% de mémorisation au bout du 7e mot, ce qui est très peu. En fait, on retient par chunk, c'est-à-dire par un groupe d'informations. Et ils sont limités, 7 plus ou moins 2. Il va falloir donc réduire, quand on présente le vocabulaire ou autre chose, les éléments présentés, limiter évidemment ces mots, mais aussi les catégoriser. Ici, je présente une catégorisation par hyperonyme, c'est-à-dire par ce qu'on appelle les mots d'analyse, les tiroirs, si vous voulez, dans lesquels seront rangés les mots. On peut penser à d'autres éléments, évidemment. Donc, à retenir ici, l'organisation du matériau est un facteur important de la mémorisation. La deuxième piste que je propose est assez nouvelle dans la pédagogie et concerne la présentation elle-même, graphiquement. Le cerveau gère plus d'informations que de façon structurée, ça on l'a vu, structurée en catégories, en éléments, etc. Ce qui veut dire qu'il faut d'abord organiser clairement et explicitement les contenus en catégories. Ça peut vouloir dire des tirets, des puces, des cases, des places spécifiques. Ça veut dire, on a déjà vu, regrouper ou catégoriser les informations. Donc, éviter la grande notion de vocabulaire version pavé, qu'on a tous connue. Et enfin, démultiplier les encodages. Les encodages, c'est la manière dont on présenter l'information. Contrairement à l'idée qu'on peut avoir normalement, présenter la leçon sous divers formats potentialise les chances que l'information soit retenue. Donc, une carte mentale et une leçon version texte ne sont pas double emploi, ne perdent pas l'élève, au contraire, vont potentialiser sa manière d'apprendre. Et c'est plutôt une bonne chose. Donc, ne vous empêchez pas de doubler quelque part la leçon, notamment en vocabulaire ou ailleurs, sous 2 formats différents. La troisième piste, c'est la systématisation, c'est l'automatisation. C'est des choses qui sont déjà un petit peu connues dans le grand public. Donc, on libère l'empreinte on libère la mémoire de travail par une automatisation, par un automatisme sur les procédures. Donc, si la règle est automatisée, il sera plus facile de développer des situations pièges. Cet automatisme présuppose de procéder en 2 temps. D'abord, de travailler sur l'automatisme, automatiser ce qu'on appelle le système 1. Et dans un deuxième temps, apprendre que les automatismes peuvent créer des effets délétères, peuvent tromper, peuvent être source d'erreur. C'est ce qu'on appelle le système 2. En fait, il s'agit très concrètement de séparer 2 systèmes et 2 temps d'apprentissage. D'abord, développer des exercices d'automatisation un peu systématiques, voire ennuyeux,
mais très répétitif, puis ensuite de proposer des cas limites, des situations pièges, qui demandent de réfléchir et d'empêcher l'automatisme, car il peut créer une erreur. Les deux exercices que je vous présente ici sont les entraînements d'automatisme, où finalement, il y a peu de cas limites et il n'y a pas vraiment d'erreur possible. Concrètement, dans une banque d'exercices, il s'agira d'avoir d'abord les automatismes, puis, dans un second temps, d'avoir des situations pièges et pourquoi pas les signaler comme telles. Que préconise le chercheur Grégoire Bost, dont je présente ici l'ouvrage. La quatrième piste est toujours la contextualisation. Toujours l'idée de rappeler le contexte pour réactiver le mot. Le contexte, ça peut être un texte, évidemment. On parle souvent de mémoire visuelle, mémoire auditive. Je pense qu'on a tous et toutes eu l'expérience d'un mot appris dans une situation précise. Et un mot peut être appris et réactivé dans la mémoire parce qu'on se souvient qu'à ce moment-là, on avait froid ou chaud, qu'on était triste, heureux, que le prof nous avait fait rigoler, etc. etc. Donc, l'encodage, le stockage de l'apprentissage est très dépendant du contexte d'acquisition initiale. Ici, lorsque vous réactivez un mot, même en classe, à l'oral, on peut très bien dire « rappelle-toi, il faisait beau »,« rappelle-toi, on travaillait sur l'Odyssée », par exemple. Et dès qu'on nous rappelle le contexte, c'est très facilement, le mot est très facilement rappelé. La cinquième piste est vous allez me dire, mais une enfance est porte ouverte. Motiver l'apprentissage, évidemment. Jean-Pierre Lachaud, dans ses ouvrages, reparle de ce qu'est la concentration. La concentration, pour Lachaud, est une concentration de l'attention, je cite. Donc elle suppose une cible d'attention, une cible stable, une cible attentionnelle précise, et l'idée d'un but, d'un ciblage. Ceci est évidemment l'idée d'objectif, de préciser l'objectif avant de commencer l'apprentissage. Ça, on le fait tous et toutes, mais désormais, les sciences cognitives montrent que ça favorise réellement la mémorisation. Ici, une page de cahier rappelle notamment l'activité d'écrit, où on peut sans cesse rappeler, quand on fait le vocabulaire, que le but sera d'écrire un combat. Et cette cible attentionnelle favorisera l'apprentissage, ici du vocabulaire du mouvement, du vocabulaire du combat, etc. La sixième piste, importante, concerne la mémoire d'une manière générale. L'idée reçue est que la mémoire est une histoire de répétition. Oui et non, disent les chercheurs. L'idée vraiment est de réactiver plusieurs fois pour lutter contre ce qu'on appelle la courbe de l'oubli, la courbe contre laquelle luttent tous les enseignants, et c'est un tonneau des Danaïdes, ça, on perdra. Mais l'idée, c'est de réactiver non pas par la répétition systématique, mais par les questionnements. En effet, le cerveau humain fonctionne par prédiction, par questionnement, par hypothèse. Et si on passe par une reformulation d'une leçon en question, si on finit toute activité par un questionnaire, ça permet deux choses. D'abord, d'avoir un feedback positif lorsque la réponse est juste, lorsqu'il y a confirmation. Ce feedback positif active le circuit de la récompense. Il y a un boost de dopamine. La motivation est accrue. On se sent bien. Deuxième chose, si
il y a une erreur, tant mieux, puisqu'on va pouvoir revenir sur l'erreur, et l'erreur va accentuer l'apprentissage. Donc, systématiquement, à la fin des activités de vocabulaire, refaire une révision sous forme de questions, voire à la maison, proposer aux élèves de reformuler la leçon sous forme de QCM, quelques questions, voire demander aux parents ou aux élèves d'utiliser des outils informatiques qui permettent de développer les QCM. Il y a plein d'outils actuellement, notamment des applis, qui donnent l'occasion d'utiliser les écrans autrement, de manière intelligente, pour transformer toute leçon en question. Pour récapituler, afin de mémoriser, 6 pistes. Catégoriser l'information lexicale, varier la représentation, systématiser pour mieux apprendre. Ce n'est pas nouveau, je sais, mais c'est confirmé par la science. Toujours contextualiser l'apprentissage, motiver l'apprentissage évidemment du vocabulaire et réactiver plusieurs fois, après coup, les mots nouveaux. Je vous ai mis à nouveau quelques pistes pour celles et ceux qui aimeraient aller plus loin. Je vous remercie de votre attention. Je vous présente la collection pour finir. Tous les ouvrages de collège, mais également l'ouvrage consacré au lycée. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau webinaire Bordas. Super Thomas. Jérôme.